Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui continuent leur mouvement de reprise. On le voit encore avec les indices européens qui sont en progression de plus de 0,5% à mi-séance aujourd'hui, avec pour l'instant une actualité entreprise qui vient nourrir les marchés et les investisseurs avec la période de publication de résultats et de chiffres d'affaires qui s'est ouverte il y a quelques jours. Les investisseurs ont pris connaissance notamment des chiffres d'activité de Publicis ce matin dans le secteur de la publicité, avec un message très rassurant, voire constructif même pour la suite, puisque Publicis relève ses objectifs financiers pour l'ensemble de cet exercice 2022 après une croissance organique de 16% au troisième trimestre d'une année sur l'autre. Le groupe Publicis envisage désormais une croissance interne de 8,5% pour l'ensemble de son exercice, et le titre est une des meilleures performances du jour à mi-séance à Paris, avec une progression de plus de 2%. Publicis qui fait partie des rares titres au sein du CAC 40 à être quasiment à l'équilibre depuis le 1er janvier, quand on a des indices qui perdent encore largement plus de 15%. Sur le front macroéconomique, on attendait la publication de la croissance chinoise pour le troisième trimestre ce matin, mais tout comme les chiffres de la balance commerciale vendredi, l'heure n'est pas à la publication des statistiques en Chine, l'heure est à la politique, avec le 20e congrès qui s'est ouvert ce dimanche et qui se tient encore jusqu'à la fin de la semaine, et qui nous rappelle effectivement que désormais en Chine, le politique prime sur l'économique. Nous en parlerons dans un instant avec Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management, et puis nous prendrons une vision longue également au cours de cette émission pour s'intéresser à l'investissement en infrastructure avec les spécialistes d'Infranity qui seront avec nous en plateau. Infranity que vous connaissiez peut-être il y a encore quelques semaines comme Generali Global Infrastructure. La société vient de changer de nom et son président associé fondateur Philippe Benaroya sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, évoquons le cas chinois avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est votre sujet d'expertise, en tout cas c'est cette expertise que vous partagez régulièrement avec nous Laetitia, l'expertise que vous avez sur l'économie chinoise et la politique chinoise. Forcément, il faut commencer par cela Laetitia. L'heure n'est pas à la publication de statistiques économiques aujourd'hui en Chine. Effectivement, nous avons été surpris dès vendredi par le fait, l'annonce comme quoi les chiffres du commerce extérieur ne seraient pas publiés. Ça aurait dû nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Et hier matin, effectivement, ce retard dans les publications. Étonnant puisque ils ne découvraient pas la date du congrès. Donc il y a quelque chose d'un peu toujours surprenant, et on sent bien que la Chine veut montrer que, surtout plutôt, je crois, le parti communiste chinois est fort, a un pouvoir assuré et maîtrise les choses, et donc peut de son fait repousser une publication économique un peu plus tard pour ne pas nuire au message. Le message, c'est qu'il est à la manœuvre et que l'économie chinoise continue de réaliser la modernisation socialiste telle que c'est inscrit dans les objectifs pour l'année 2035, de transformer ce pays chinois, de la Chine, dans un grand pays socialiste moderne, comme il s'y est engagé, pour le milieu du siècle prochain. Donc voilà, le message est là. Et il n'y a pas de place pour du bruit. Et donc, oui, c'est ça. Qu'en conclure, peut-être que ces chiffres n'étaient pas à la hauteur des espérances. Oui, mais il faudra bien les publier quand même, Laetitia. Qu'ils ne soient pas à la hauteur, c'est une chose, mais il faudra bien qu'ils soient publiés quand même un jour. Tout à fait. Il faudra bien les publier, mais ce sera après
le Congrès, Ouais. après la nomination du nouveau Politburo, des membres du comité permanent, qui est l'organe vraiment central et exécutif de l'État chinois. Ce sera après les présentations des rapports sur les avancées du pays sur les 10 dernières années. Et donc, je crois qu'il y avait vraiment un problème de message à transmettre à l'intérieur du pays et à l'extérieur, et il n'y avait pas de place pour le moindre bruit. Je dirais la moindre nouvelle un peu moins favorable. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a dans les extraits que nous avons eus du discours du président chinois lors de cette inauguration du Congrès, il n'y a pas mention du ralentissement économique. Non. D'ailleurs, il n'y a pas mention de la guerre en Ukraine, il n'y a pas mention... plein de choses ont disparu du monde, mais et donc c'est vraiment parce qu'il ne faut montrer que les résultats positifs. La politique prime sur l'économique, puisque l'appareil statistique chinois nous prive quand même de la publication de ce PIB. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que ça nous intéresse quand même. Alors évidemment, avec toutes les précautions qu'on prend d'habitude quand on essaye de calculer sur un coin de table, j'ai envie de dire, l'activité économique en temps réel en Chine. Mais qu'est-ce qu'on peut dire au regard des derniers indicateurs qui nous sont parvenus, Laetitia? Oui, vous avez raison, Grégoire, c'est toujours très compliqué de faire un peu de prévision sur les chiffres chinois, puisqu'on n'en a que très peu, et publiés sous des formes qui ne nous permettent pas de faire une analyse détaillée. Maintenant, on dispose des enquêtes de conjoncture. Ça, c'est un fait, et les PMI publiés, notamment en fin de semaine dernière, précédente plutôt, eh bien, étaient pas terribles, autour de 50, voire en dessous de 50 pour l'activité dans les services, ce qui veut dire que la politique du zéro Covid, qui soit dit en passant, va être maintenue, si j'en crois les discours. Elle est maintenue et saluée. Oui. Et saluée. Et c'est comme une réelle avancée et un succès du parti. Il faut le rappeler. Donc cette politique, elle a un impact majeur sur l'activité dans les services. Donc si j'en tire toutes les conclusions, la consommation ne va pas être vigoureuse au mois de septembre. Il y a eu beaucoup de mesures de restriction d'activité, notamment pendant la semaine de vacances. Donc bon, voilà, les chiffres ne devraient pas être exceptionnels. Et puis on a eu les problématiques liées à la sécheresse, aux ruptures d'approvisionnement en termes d'électricité. Donc tout ceci va peser aussi encore sur l'activité dans le manufacturier pour certaines branches. Donc je crois que les chiffres ne devraient pas être très très bons. Il y aura un petit rebond en variation trimestrielle parce qu'on part d'un point très bas, puisque je vous rappelle, au deuxième trimestre, on avait eu moins 2,6% de PIB sur l'unique deuxième trimestre au regard de ce qui s'était passé au premier, donc en variation trimestrielle brute. Donc vraisemblablement, on va avoir un chiffre un peu plus élevé et positif, mais je crains qu'il ne soit pas de nature à emmener en tout cas l'économie chinoise vers les 5,5% qui était l'objectif initial des autorités. D'ailleurs, on n'en entend plus parler de cet objectif. C'est assez... Ça aussi, souvent en Chine, il faut regarder ce dont on ne parle plus, parce que c'est en effet miroir assez intéressant. Et il me semble, d'après moi, mes calculs, je dirais, de coin de table, si on avait une croissance trimestrielle de l'ordre de 3% sur les 2 prochains trimestres, on atteindrait à peine une croissance annuelle de 3,5%. Donc le ralentissement est quand même très, très, très important. Si l'année 2022 est plus l'objectif de Xi Jinping, mais cette vision longue que le Parti communiste chinois peut avoir, est-ce que la Chine peut toujours avoir l'ambition de doubler la taille de son économie d'ici 2035, comme elle a pu le faire entre 2010 et 2020, de devenir la première économie mondiale, peut-être dans les prochaines années ou les prochaines décennies? Ça reste un objectif possible pour la Chine, selon vous, Laetitia? Bien, je pense que tout dépendra de la capacité du pays à sortir rapidement de ce trou d'air qui est de plus en plus important, me semble-t-il. Pourquoi ? Parce que les forces, je dirais, de long terme jouent à l'encontre de la dynamique de croissance, puisqu'on a quand même un vieillissement très prématuré et très rapide de cette population chinoise, qui va donc amputer le potentiel de croissance sur le moyen terme.
Et à court terme, ce qui me semble compliqué, c'est de sortir de cette crise de l'immobilier. On le sait par expérience dans le monde occidental, une crise immobilière, c'est toujours très complexe. Or, l'économie chinoise dépend très fortement de ce secteur au sens large de la construction et de l'immobilier plus généralement. Et donc, on voit bien que plus la situation reste compliquée dans ce domaine, plus la dynamique de croissance va être faible. Dans un environnement mondial où on voit bien la demande adressée à la Chine est en train de faiblir très nettement, la guerre commerciale avec les États-Unis qui s'est transformée petit à petit en guerre technologique va également peser et contraindre la Chine dans beaucoup de domaines. Et donc, il nous semble que la dynamique, si vous voulez, de croissance sur le moyen terme est quelque peu remise en question. On a plutôt le sentiment d'une Chine qui va devoir apprendre à fonctionner avec un rythme de croissance bien plus faible qu'elle connaissait précédemment, avec tous les sujets qui se poseront, notamment l'intégration des jeunes diplômés, et le fait qu'il n'y a toujours pas de système social à la hauteur, notamment pour prévoir et assumer le vieillissement de la population. Ce régime de croissance chinois que vous décrivez, Laetitia, qui sera peut-être structurel, qui va durer en tout cas pendant plusieurs années, qu'est-ce que ça change pour la croissance mondiale ? Ça va changer en termes de dynamique, si vous voulez, puisque la croissance chinoise, c'est aujourd'hui à peu près un peu plus de 18% du PIB mondial, mais ça a assuré la croissance annuelle entre la moitié et 2 tiers par an. Aujourd'hui, on ne va plus pouvoir compter sur cette forte dynamique, me semble-t-il, et donc il va y avoir un rééquilibrage. Le plus certain, les pays les plus impactés à court terme seront vraisemblablement les émergents qui dépendaient énormément de la demande chinoise. Donc on va observer dans les prochains trimestres vraisemblablement un rééquilibrage de cette croissance mondiale au profit d'autres zones. Mais tout ceci prend du temps, d'autant plus que nous avons tellement d'autres challenges mondiaux comme la transition climatique qui est le premier d'entre eux. Une dernière question, Laetitia, sur la question du change, du renminbi. Quelle est la stratégie chinoise qui pilote, évidemment, on le sait au quotidien, sa devise, c'est une devise sous contrôle, bien sûr, elle peut l'être plus ou moins, d'ailleurs. Dans cette conjoncture difficile, est-ce que la Chine a envie de laisser filer un peu sa monnaie, ou est-ce que, dans une perspective de moyen-long terme, la Chine veut toujours afficher une devise forte face au reste du monde ? Alors, il y a effectivement plusieurs niveaux d'analyse. Je crois qu'à court terme, et fondamentalement, il est logique que les pressions soient baissières sur le yuan, puisque vous avez un écart de conjoncture, de dynamique de conjoncture, notamment avec les États-Unis. Si on s'arrête uniquement sur la parité yuan-dollar, vous avez un écart de taux d'intérêt qui est considérable, avec une politique monétaire américaine qui est au resserrement alors qu'on assouplit en Chine. Donc on voit bien, il est logique que les pressions soient baissières sur le yuan. Maintenant, et je pense que pendant les premiers mois, en tout cas, dans la gestion de la crise sanitaire, c'était plus ou moins souhaité et encouragé par les autorités. Ça leur permettait de vendre leurs produits et d'inonder leurs produits à l'extérieur. Aujourd'hui, la situation est un peu différente. Comme on le disait en introduction, c'est le politique qui domine. Ouais. Et un État fort se doit d'avoir une monnaie forte. Et on a bien vu des changements à la tête de la PBOC, notamment de personnes en charge de la politique monétaire et de change à l'été. Et l'idée poursuivie par la Banque centrale chinoise, la PBOC, de fixer à chaque jour son taux de change quotidien un peu plus haut que n'auraient justifié les conditions de marché. Donc vous voyez bien qu'ils essayaient de maintenir... de retenir la baisse de la devise, oui, c'est ça. Voilà, de ralentir cette baisse de la devise. Et puis là, dernièrement, encore hier, on a appris que les banques étaient invitées à vendre leurs dollars pour soutenir la devise. Donc on voit bien qu'il y a aussi
dans ces mesures-là la volonté d'afficher un contrôle et la maîtrise notamment de la devise. Merci beaucoup Laetitia. Merci pour votre éclairage sur le cas chinois. Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management, avec nous par téléphone. Parlons à présent infrastructure avec l'un des 3 associés fondateurs. Alors, je dis Infranity aujourd'hui, qu'on connaissait il y a encore quelques semaines sous le nom de Generali Global Infrastructure. C'est Philippe Benaroya qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes donc l'un des 3 associés fondateurs de la société et président d'Infranity aujourd'hui, puisque c'est jamais une actualité anodine quand même, un changement de nom. Le marketing, c'est aussi important, y compris pour une société de gestion affiliée au groupe Generali, on le rappelle, qui a été créé en 2018. Ce changement de nom est intervenu il y a quelques semaines. Philippe Benaroya, qu'est-ce qui a guidé votre réflexion pour passer de Generali Global Infrastructure à Infranity aujourd'hui ? Vous avez raison, c'est une étape importante. En fait, on fait partie de l'écosystème de sociétés de gestion spécialisées du groupe Generali. On était d'ailleurs la première société de gestion entrepreneuriale à avoir été mise en place en 2018, comme vous dites. Donc notre appartenance au groupe Generali, c'est un point fort. Parce qu'on fait partie d'un groupe assurantiel, parce que Generali est au capital de notre société, parce que Generali apporte des capitaux dans chacun des fonds que nous lançons et que nous comprenons bien de ce fait, je dirais, le business assurantiel. En parallèle de ça, si vous voulez, on a toujours eu une indépendance totale de gestion et en quelque sorte, cette nouvelle identité, elle réaffirme, elle reconfirme cette indépendance de gestion. Et donc, on a levé des capitaux externes importants. Donc, vis-à-vis de nos investisseurs externes, on réaffirme donc cette indépendance. Ensuite, on réaffirme évidemment notre spécialisation dans le domaine des infrastructures et d'autres dimensions, enfin d'autres valeurs qui nous portent, comme la solidarité, l'humanité, la durabilité, on va en reparler. Donc on a essayé de faire transparaître tout ça dans cette nouvelle dénomination. Ouais, c'est intéressant, c'est un vrai sujet industriel, cette question des affiliés au sein d'un groupe comme Generali. Oui, ils ne sont pas vexés que le nom Generali disparaisse du nom de la société. Tout ça se fait en plein alignement d'intérêts, j'ai envie de dire, Philippe. Tout à fait. Non, en plein alignement, tout le monde est consentant, je dirais. C'est ça, c'est ce que je voulais comprendre. En fait, on a un business model qui est unique en infrastructure en Europe, parce que cette affiliation avec un groupe d'assurance tout en ayant l'indépendance, dans notre domaine, c'est unique. Et c'est finalement le meilleur des deux mondes. Et le modèle a très bien fonctionné dès le début, il y a 5 ans. Il est très très bien monté en puissance. On a aussi l'agilité, si vous voulez, que certains grands groupes ont perdu. Et nos clients nous renvoient des messages et des feedbacks extrêmement positifs, internes ou externes, en disant ce service-là, on ne le retrouve pas forcément dans les grandes institutions qui sont plus rigides. Donc il y a plus d'innovation aussi, c'est un autre facteur très important. Et donc en 5 ans, on est arrivé à lever finalement plus de 7 milliards de capitaux, c'est quand même important. On a eu une croissance et on continue d'avoir une croissance très forte. Donc ça nous donne des avantages que certaines autres sociétés de gestion n'ont pas. Donc ce changement de nom, il vient affirmer effectivement votre indépendance, votre flexibilité, on va dire ça comme ça. En même temps, l'ADN et la stratégie d'investissement sont inchangés aujourd'hui. Exactement. L'actionnariat est inchangé, les stratégies d'investissement sont inchangées, notre distribution reste la même. Donc c'est une phase finalement où on atteint une nouvelle phase de maturité, on atteint une première phase, disons, de maturité. Ça a été très bien, comme je disais tout à l'heure, reçu par les investisseurs qui d'ailleurs le demandaient. Il y a quelques années, ils le demandaient, mais finalement les 5 premières années, on a bien bénéficié de cette appellation de l'écosystème. C'était bien pour une nouvelle équipe, effectivement, d'afficher son appartenance au groupe. Moi, j'avais lancé avec un de mes associés donc le même type de business chez BlackRock. Et voilà, là, on avait lancé un nouveau business qui est bien reconnu maintenant par le marché.
Qu'est-ce qui guide vos investissements en infrastructure aujourd'hui, Philippe Benaroya ? Donc, nos stratégies d'investissement sont très conservatrices et défensives, principalement dans le domaine de la dette, qui a toujours été notre principal domaine d'expertise. Ceci dit, depuis 2 ans, on s'est développé également dans l'equity. Les actifs que nous recherchons, ou les business que nous recherchons, doivent bénéficier de cash flow sous-jacents stables et très prévisibles. Donc, on intervient je dirais, sur des actifs essentiels, sur des actifs quasi monopolistiques. Et les principaux secteurs sont essentiellement, si vous voulez, la transition énergétique, évidemment, énergie renouvelable, réseau de chaleur, mobilité verte. Et l'autre volet qui est très important, c'est la transition numérique, tout ce qui est lié aux télécoms. Donc finalement, en ciblant des business où les risques de demande sont faibles, où les risques de prix sont faibles, on apporte finalement des investissements qui sont très décorrélés des cycles économiques, du GDP et de tous les événements qu'on a vécus ces 2-3 dernières années. Quand on investit dans ces infrastructures liées à la transition énergétique, l'environnement, la mobilité verte, sur des horizons de temps qui sont évidemment très longs, Philippe Benaroya, comment on est sûr de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions? C'est-à-dire que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion d'expertise qu'on retrouve de plus en plus dans les boutiques d'investissement aujourd'hui. Et ma question, c'est comment on accède à cette expertise? Comment on est sûr d'avoir la bonne expertise au bon moment pour prendre des décisions d'investissement qui engagent sur des années, sur des sujets qui sont complexes, qui sont multiformes, multisectoriels. Et on le voit très bien, la mobilité verte, c'est l'exemple parfait. On est en plein mondial de l'auto. Carlos Tavares n'arrête pas de détruire le dogme électrique qu'on a imposé à l'automobile européenne. On voit qu'on n'est jamais sûr de faire les bons choix au bon moment. L'hydrogène, peut-être, est un autre exemple. Je n'ai pas la réponse à tout ça, mais vous, en tant qu'investisseur, comment vous faites pour vous asseoir sur une expertise solide ? Vous avez absolument raison. La spécialisation est absolument fondamentale. L'environnement est très changeant et très imprévisible. Donc c'est ce qui a guidé d'ailleurs la mise en place de ce partenariat, la mise en place de cette société spécialisée pour pouvoir offrir les meilleures analyses possibles, les meilleures sélections possibles, offrir également de la stabilité, de la pérennité dans nos équipes. Nous avons recruté 45 spécialistes en 4 ans, une dizaine de nationalités, des expertises très pointues dans les différents domaines que l'on a évoqués. Quand vous dites spécialiste, c'est pas des financiers que vous embauchez, Philippe Benaroya. C'est aussi des financiers. Essentiellement financiers, mais ça requiert effectivement une expertise très complète dans tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit juridique, que ce soit technique, que ce soit fiscal. Donc il faut appréhender absolument tous les facteurs pour arriver à cette stabilité que je décrivais, pour arriver à cette diversification, in fine, que nous offrons à travers les actifs en infrastructure. Ensuite, le track record est très important. Et donc, nous avons démarré l'activité. Ensuite, nous avons développé l'activité avec des personnes qui ont un très fort track record, qui ont de très fortes capacités d'origination. Parce que sur les marchés privés, il faut aller chercher les deals. Ce n'est pas comme sur les marchés publics. Et donc, il faut avoir des réseaux. Il faut avoir connaissance, je dirais, des différents secteurs, des différentes réglementations dans les différents pays. Et on a mis en place, avec les 45 personnes que nous avons aujourd'hui, je pense, une des meilleures équipes en Europe pour ce que nous faisons, tout en étant capable d'aller chercher les deals dans chacun des pays, en offrant de la diversification. Et c'est ce qu'on appelle un pipeline propriétaire. Et ça, c'est pas effectivement c'est une vraie barrière. C'est une vraie barrière à l'entrée. Tout à fait. Et la taille, à la fois de l'équipe, la taille du carnet de chèques, sont également très importants pour aller chercher les meilleures opérations en termes de couple risque-rendement essentiellement. Dans la phase actuelle,
je la décrirai pas, on la connaît tous. Quelle est l'attitude des investisseurs, de vos clients? Vous êtes en levée de capitaux en permanence, j'imagine. En tout cas, en ce moment, aujourd'hui, c'est le cas, Philippe Benamouria. Ils sont là, ils ont de l'appétit, un peu, beaucoup. C'est le type d'investissement, dette infra qui les intéresse particulièrement aujourd'hui. Comment on peut qualifier l'appétence là, de vos clients aujourd'hui? Absolument. La demande est forte. Je dirais l'allocation vis-à-vis des marchés privés et des actifs réels en particulier augmente parce que ça donne de la résilience, ça donne de la diversification, ça apporte un surcroît de rendement, y compris dans des marchés publics ou dans un marché obligataire qui a offert depuis quelques mois des rendements qui sont intéressants. Mais en dépit de ça, on arrive à offrir du surrendement, néanmoins, par rapport au marché public actuel. Donc notre métier, c'est aussi... En relatif, ça reste quelque chose d'intéressant. Absolument. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et notre métier est devenu, je dirais, plus dynamique, plus interconnecté avec les autres marchés, les types de risques que l'on a vu émerger ces 2-3 dernières années. Et on a attiré vraiment des investisseurs de premier plan, que ce soit des assureurs, que ce soit d'ailleurs des fonds souverains. On amène des fonds souverains dans nos fonds, des agences multilatérales, etc. Donc nos stratégies sont attractives pour un spectre relativement large d'investisseurs institutionnels. Il y a les aspects ESG, on n'a pas beaucoup parlé, mais les aspects ESG de développement durable font que effectivement nos investisseurs sont de plus en plus poussés vers nos types d'investissements, je dirais, en infrastructure. Et peut-être les 2 points qui sont importants, c'est le contexte inflationniste, le contexte d'augmentation de taux. Et si vous voulez, nos solutions d'investissement, qu'elles soient en dette ou qu'elles soient en equity, elles offrent une très bonne protection face à la hausse de l'inflation et une très bonne protection face à la hausse des taux. Est-ce que la remontée des taux, quand même, et partons de l'hypothèse que les taux resteront quand même structurellement un peu plus élevés que ce qu'on a connu au cours du cycle précédent, qu'est-ce que ça change dans l'équation du retour, in fine, qu'on attend après plusieurs années d'investissement? Alors, on bénéficie finalement de la hausse des taux de plusieurs manières. Premièrement, ce que je disais, c'est que nos business sont bien couverts face à la hausse des taux, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs, mais ils sont protégés parce qu'ils sont toujours couverts sur le long terme. Ensuite, un certain nombre de nos stratégies en dette sont en taux variable, ce qu'on appelle le taux variable, c'est-à-dire que le taux variable, il capture en fait les augmentations de taux. Donc, mécaniquement, ces stratégies offrent quasi automatiquement un meilleur rendement. Je dirais d'ailleurs que nos marges sur la partie dette se sont également améliorées, et notamment sur la partie qu'on appelle below investment grade, donc en dessous de l'investment grade. Donc pour vous donner un ordre d'idée, sur des stratégies très conservatrices, seniors, juste en dessous de l'investment grade, en taux brut, on est au-dessus de 7%. Donc, ce qui est extrêmement attractif de manière stable et de manière pérenne. Donc, tous ces éléments-là font que, effectivement, nos rendements ont augmenté. Et comme on disait tout à l'heure, nous avons ce surcroît de rendement par rapport à d'autres classes d'actifs. Merci beaucoup Philippe Benamouria d'être venu nous parler d'investissement dans les infrastructures avec ce changement de nom, je le rappelle, qui vous fait passer de Generali Global Infrastructure, c'est la dernière fois que je le dis, à Infranity. Aujourd'hui, vous êtes associé fondateur et président d'Infranity. Merci d'avoir été l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Philippe Benamouria qui est avec nous en plateau. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart TV. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.